Alors, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Et c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Donc, je me présente, mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Donc, ce soir, on va regarder un peu l'histoire qui a conduit le Québec à mettre en place la DPJ, la protection de la jeunesse. Donc, on va faire un historique à partir du début pour bien comprendre de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, quels sont les grands changements qui ont mené à la DPJ. Donc, il faut comprendre que dans l'étude d'un phénomène, il est toujours approprié de se pencher sur les origines du phénomène et sur son évolution pour être en mesure de mieux cerner les causes de sa dérive, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, on va commencer avec un petit préambule qu'on a appelé le renversement philosophique. Donc, l'enfant, au début du 19e siècle, à titre d'objet de droit, se trouvait soumis à la stricte obéissance et au commandement de respect et d'honneur envers ses parents, notamment le père à ce moment-là. À partir de la deuxième moitié du 20e siècle, l'enfant est devenu sujet de droit. Donc, l'enfant passe sur le plan juridique d'objet de droit à sujet de droit et par conséquent, ce ne sont plus les parents qui occupent la place centrale au tribunal. C'est maintenant l'enfant. Avant cette nouvelle philosophie, dans l'esprit du naturalisme antique à l'époque du philosophe John Locke, la nature suffisait à sauvegarder les droits de l'enfant. Sauf exception, on admettait que les principes de la nature humaine sont tels que, à cette époque, on croyait que plutôt que les pères et mères portaient un excès d'amour et de tendresse à leurs enfants plutôt que d'abuser de leur pouvoir envers leurs enfants, avec trop de sévérité. Donc, bref, dans les siècles passés, attendu que l'affection naturelle des parents à l'égard de leurs enfants, on va dire des parents aimants, on ne voyait pas l'intérêt de l'intervention de l'État dans la famille. Donc, on considérait que c'était inutile. Donc, en vertu de la philosophie du droit actuel qui s'oppose au droit ancien, qui a existé depuis des siècles, les parents sont maintenant obligés envers leur enfant, envers le droit qui est dévolu à l'enfant, notamment en ce qui concerne le droit à la santé, à la sécurité et à l'éducation, le tout au risque de voir l'État intervenir dans l'exercice de leurs attributs parentaux, à la défense du nouveau jeune sujet de droit. De la Déclaration et de la Convention des droits de l'enfant, il découle une véritable révolution juridique qui a transformé les relations parents-enfants, qui, a priori, sont les plus naturelles du monde, mais la chose s'est complexifiée avec le rôle que joue maintenant l'État dans la famille depuis un demi-siècle seulement. Donc, au Québec, c'est manifestement dans les années 70, entre la Déclaration de 1959 et la Convention du droit de l'enfant de 1989, que la philosophie a véritablement basculé pour reléguer les parents à un rang inférieur et procurer à l'État un rôle de justicier au sein de l'institution familiale. En somme, depuis un demi-siècle, nous sommes ce que nous appelons à l'ère du parent jetable. Donc, l'enfant peut rejeter son père ou sa mère à son bon vouloir, sans obligation de les honorer, bien entendu, et ce, avec le concours de l'État. Selon certains auteurs, notamment l'honorable Oscar Damour, qui est un ex-juge à la Chambre de la jeunesse, il apparaît qu'au début de la colonisation de la Nouvelle-France, par suite des liens de sang, des alliances ou encore des relations de voisinage, il existait un devoir
de venir en aide à ses proches ou à ses amis sans qu'aucune autorité civile n'ait à intervenir dans ce processus. Donc voilà le climat de solidarité et d'hospitalité qui caractérise une partie de l'histoire sociale du Québec, notamment au début de la colonisation. En 1688, les bureaux des pauvres furent réglementés par un arrêt dicté par le Conseil souverain de Québec. Donc, selon le juge d'Amour, ce bureau était dirigé par le curé de la paroisse, qui avait pour mission, dans le fond, de prendre soin des pauvres honteux et misérables. Donc, moyennant un contrat d'engagement passé devant un notaire, on pouvait définir certaines conditions qu'on considérait avantageuses pour les enfants abandonnés. Donc, il y avait un contrat qui était passé avec une famille d'accueil qui était signé en présence d'un représentant du procureur du roi. Bref, notre bureau des pauvres n'aidait que les pauvres honteux. Et selon l'organisation sociale de l'époque, le bureau prenait à sa charge les enfants illégitimes. En 1722, on a remis en vigueur une loi qui datait de Henri II de France, par laquelle les filles mères, donc les jeunes femmes qui n'étaient pas mariées et qui tombaient enceintes et qui cachaient leur grossesse, pouvaient être punies d'un châtiment ultime, donc punies par la mort. Les enfants qui étaient trouvés à ce moment-là étaient assumés par l'Hôtel-Dieu de Québec, fondé en 1637, ensuite les Ursulines de Trois-Rivières, fondé en 1697, et l'Hôpital général de Montréal en 1818. Par contre, chaque famille prenait soin de ses infirmes, de ses vieillards, de ses orphelins, de la parenté immédiate, voire ceux du voisinage. Donc, à cette époque, chaque paroisse s'occupait de ses pauvres. Et il existait même, selon les dires de M. d'Amour, l'ex-juge, et d'un de nos premiers sociologues, Léon Guérin, une certaine rivalité et un enthousiasme entre les paroisses à qui traiterait le mieux ses enfants, ses pauvres. Donc, à cet égard, rappelons tout simplement notre tradition québécoise du banc de quêteux, qui était un meuble qui était installé à la porte d'entrée des demeures. En 1763, les bureaux des pauvres sont abolis au moment où il y a eu la conquête par l'Empire britannique. À compter de 1801, l'État subventionne les institutions, notamment les orphelinats et les hospices, qui sont fondés et entretenus par les congrégations religieuses. Donc, les congrégations religieuses, à ce moment-là, tiraient leurs principaux revenus de dons privés. Donc, pour accueillir les malades, les orphelins, les infirmes et les vieillards, moyennant une rémunération proportionnée aux moyens de la famille de l'assister. Maintenant, en 1832, c'est la naissance des premières municipalités au Québec. En 1832, la municipalité de Montréal est créée et celle de Québec également. En 1867, c'est la naissance de la province de Québec, donc qui entre à son tour dans la Confédération canadienne. Donc, la province devient fédérée. Et là commence un nouveau chapitre, le chapitre plutôt législatif. Donc, en 1869, Québec sanctionne la loi des écoles industrielles dans le but de prévenir la délinquance juvénile. Et c'est dans cet esprit que vont naître les premières législations, si vous voulez, en protection de la jeunesse. L'État va ainsi admettre un enfant dans une école à la demande du maire ou d'un juge ou d'une cour criminelle lorsque les parents, par exemple, ont été condamnés à un acte criminel. Et c'est là que la protection de la jeunesse, en quelque sorte, se dissocie de l'assistance sociale qui est portée d'une manière générale à toutes les personnes nécessiteuses ou vulnérables. Néanmoins, les motifs de la décision d'admission sont prévus à l'article 12 de la loi des écoles industrielles. Donc, on précise que l'enfant doit avoir atteint l'âge de 6 ans au moins et ne pas dépasser 14 ans.
Ils devaient être soit orphelins de père ou de mère, négligés, battus ou traités cruellement par ses parents ou par les personnes chez qui ils résidaient. C'est écrit textuellement dans la loi. Donc, par ailleurs, on pouvait accueillir s'il était infirme ou si les parents tuteurs étaient absents ou si l'enfant était exposé au vagabondage ou encore mourir de faim. Donc, la même année, en 1869, on sanctionne également la loi sur les écoles de réforme, qui avait pour objectif la réhabilitation des délinquants. Donc, les enfants qui étaient admis pouvaient par la suite être placés comme apprentis ou domestiques chez des personnes, disons, dignes de confiance. En contrepartie de leur travail, ceux qui les recueillaient devaient assumer les frais de nourriture, d'entretien et de logement de ces enfants-là. En 1909, Québec sanctionne la loi sur les jeunes délinquants et modifie en 1910 la loi sur les tribunaux pour créer la Cour des jeunes délinquants qui sera instituée à Montréal et à son tour 30 ans plus tard, en 1940, à Québec. Les écoles de l'industrie et les écoles de réforme ont eu pavillon sur rue jusqu'en 1950. En 1921, avec la loi d'assistance publique, Québec subventionne les sociétés, agences ou bureaux régionaux qui s'occupaient principalement de l'adoption des enfants abandonnés. Donc, ces institutions, bien entendu, étaient confessionnelles et dirigées par les églises catholiques ou protestantes. Le gouvernement accordait initialement un montant de 70 $ par enfant qui était placé afin de permettre aux enfants orphelins de trouver un foyer ou une famille légitime. Par exemple, la Société d'adoption et de protection de l'enfance de Montréal de 1937 enregistrait environ 1 000 d'adoptions par année. Et dans les années 40, le Bureau d'assistance sociale aux familles de Montréal recevait un octroi annuel de l'ordre de 10 000 $ du gouvernement. Le Bureau de placement de l'orphelin de Trois-Rivières a vu le jour en 1934. Il est devenu l'assistance à l'enfant sans soutien en 1945. La Société de réhabilitation de Sherbrooke a été créée en 1943. La sauvegarde de l'enfance et le service de la famille à Québec, comme le service d'assistance publique de la région de Hull. Une autre étape charnière aura lieu entre 1950 et 1975 avec la loi des écoles de protection de la jeunesse. Donc là, on voit que le terme protection de la jeunesse commence à apparaître dans le vocabulaire législatif. Pourtant, en 1944, il y avait eu la commission Garneau. Donc la commission Garneau avait proposé 3 lois distinctes. Notamment la première fois de l'histoire. Pour la première fois de l'histoire au Québec, on voyait l'intérêt de créer une loi de la protection de la jeunesse avec la création d'un tribunal de la famille. Dans ce but, en 1944, l'Assemblée nationale a voté la loi concernant la protection de l'enfance, la loi instituant les cours familiales et la loi instituant le département du bien-être social. Donc, en considération des situations où les enfants pouvaient être considérés comme étant en besoin de protection, la commission proposait de créer un Conseil supérieur de protection de l'enfance composé de 10 membres de religion catholique et 2 membres de religion protestante. Ce conseil devait comprendre 3 membres désignés par l'Assemblée des évêques catholiques et un autre désigné par le ministère de la Santé, un juge et au moins une personne de sexe féminin. Là, ici, je vous rappelle, on est en 1944. Donc, bien plus, on prévoyait faire la nomination d'un directeur de la protection de l'enfance. Les 3 lois n'ont jamais été mises en vigueur. Et la même année, Québec a adopté la loi relative aux écoles de protection de l'enfance, qui était également une proposition du rapport Garneau. Maintenant, pourquoi ces trois lois-là, qui auraient dû être, dans le fond, la première loi
sur la protection de la jeunesse et le premier tribunal qu'on appelle aujourd'hui, dans le fond, la Chambre de la jeunesse. Pourquoi ces trois lois-là n'ont pas vu le jour? L'agronome Adélard Godbout, premier ministre libéral depuis 1939, a perdu les élections provinciales de 1944 aux mains de M. Maurice Duplessis, qui prendra les commandes jusqu'en 1959. Donc, outre la présence de Duplessis, les journaux de l'époque, dont Le Devoir de Montréal et quelques autres, ont vigoureusement protesté contre la création d'un conseil mixte catholique-protestant en matière de la protection de la jeunesse. Donc, quelques années après, en 1950, la loi concernant les écoles de réforme est remplacée par la loi relative aux écoles de protection de la jeunesse et la Cour du bien-être social est créée. Il est intéressant de noter que Maurice Duplessis fut le chef du Parti conservateur du Québec qui existait depuis 1860 et qui avait régné sur le Parti libéral 10 mandats contre 2 mandats pour les libéraux seulement. Mais en 1935, Duplessis a fondé un nouveau parti politique qu'il a appelé l'Union nationale. Malgré tout, Godbout prend le pouvoir le 11 juin 1936. Mais il est renversé 2 mois plus tard. Duplessis, le 26 août 1936, et son nouveau parti politique prennent le pouvoir, avec une performance qui apparemment était sensationnelle devant la Commission des comptes publics. Duplessis, en parlant du gouvernement d'Adélard Godbout, dénonce la corruption et la débauche du régime libéral de l'époque, accompagnée d'une obstruction à l'Assemblée nationale. Donc, c'est de cette manière que Maurice Duplessis met fin à un règne libéral datant de 1897. Cependant, 3 ans plus tard, Godbout reprend le pouvoir en 1939 suite au fait que Duplessis a demandé des élections hâtives sur le motif de la conscription, donc pour la question de la participation à l'effort de guerre. Revenons en quelques mots sur les orphelins de Duplessis, qui est le nom donné à des milliers d'enfants orphelins qui ont été faussement accusés de maladie mentale par le gouvernement du Québec et confinés dans des institutions psychiatriques entre les années 1940 et 1960. On considère que c'est le cas le plus important de maltraitance d'enfants dans l'histoire du Canada. Selon plusieurs sources, M. Maurice Duplessis, qui est un avocat, était un homme avec des problèmes d'alcoolisme. Il ne s'est jamais marié et n'a jamais eu d'enfant. Duplessis avait développé une machine politique très puissante, au sein de laquelle la corruption et le mécénat ont atteint des proportions qu'on dit légendaires dans l'histoire du Québec. Donc, le parti politique de Duplessis, l'Union nationale, fera la pluie et le beau temps pendant 20 ans, de 1944 à 1970, avec 5 mandats contre un seul des libéraux de Jean Lesage, au temps de la Révolution tranquille. En 1976, ce sera au tour du Parti québécois de prendre le pouvoir avec René Lévesque, qui en fait est un ex-ministre des libéraux de Jean Lesage. Ouvrons maintenant une petite parenthèse sur un sujet tabou, mais nécessaire pour mieux comprendre les motifs du prochain changement, des changements qui sont fort importants. Le concept d'hygiène raciale a connu des adeptes dans la première partie du 20e siècle. Ce fait aura une influence majeure sur les politiques de désinstitutionnalisation et de changement aux droits de l'enfant. Donc, le concept d'hygiène raciale résultera sur une politique dite eugéniste de l'Allemagne à ce moment-là.
Donc, entre 1933 et 1945, on a développé un ensemble de lois et de décrets en Allemagne. D'une part, on appelle l'eugénisme positif, qui vise une amélioration de la race destinée à favoriser la fécondité des humains considérés comme supérieurs. Et d'autre part, l'eugénisme négatif vise la défense de la race par des moyens particuliers. Donc, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands a été fondé en 1919. En 1920, un petit moustachu vegan commence à diriger le parti avec des discours qui enflamment la nation, et ce jusqu'à devenir le chancelier allemand en 1933. Il semblerait qu'avant même son arrivée au pouvoir, une majorité de scientifiques et une large partie de la classe politique allemande étaient déjà favorables à l'eugénisme. Une application du concept d'eugénisme négatif débute dès la prise de pouvoir en 1933. Donc, le régime du Parti national-socialiste instaure un programme pour éliminer les maladies héréditaires et ensuite s'en prendre à tout groupe humain considéré comme inférieur ou socialement indésirable dans un but notamment de limiter leur reproduction. L'année suivante, en 1934, l'État impose la stérilisation obligatoire pour éliminer les maladies héréditaires. Donc, le programme Action T4 vise à euthanasier les enfants handicapés et les personnes atteintes de 9 maladies considérées comme héréditaires, dont le handicap mental, la schizophrénie, le trouble bipolaire, l'épilepsie ou la cécité ou la surdité héréditaire, voire même l'alcoolisme chronique. Donc, on estime qu'il y a à peu près 1 demi-million de personnes qui ont été stérilisées entre 1934 et 1945. Par ailleurs, dans le même esprit, les offices de la santé du peuple, qui est un office de santé en Allemagne, autorisait l'avortement des femmes de race inférieure, mais pas celle des femmes de race supérieure. Je ferme cette parenthèse. Par conséquent, vu les horreurs criminelles de la Seconde Guerre, le monde s'est interrogé sérieusement sur l'internement des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, notamment qui étaient les politiques du style de Maurice Duplessis entre 1940 et 1960. Il en résulte que dans les années 60, la désinstitutionnalisation se fait pour des motifs humanitaires et des motifs thérapeutiques, mais la chose se justifie également, bien entendu, pour un motif financier, puisque la désinstitutionnalisation permet à l'État de sauver des sous, d'économiser. L'après-guerre marque donc le début de 3 décennies de prospérité et de politique sociale à travers le monde. Et c'est à ce moment que s'opère le renversement philosophique sur le statut juridique de l'enfant qu'on a parlé dans notre préambule. Rappelons qu'au début de la colonisation, jusqu'au milieu du 19e siècle, la prise en charge des problèmes mentaux était plutôt de nature communautaire. Ensuite, jusqu'au début des années 60, la prise en charge est devenue institutionnelle. Et la prise en charge des personnes avec des problèmes mentaux reposait essentiellement sur l'asile ou l'internement. Avec le plan de la commission Bédard, la première vague de désinstitutionnalisation s'est faite entre 1962 et 1970. L'objectif à ce moment-là était de faire sortir les personnes des hôpitaux psychiatriques du Québec. En même temps, on développe des nouveaux médicaments qui permettent de remédier ou d'atténuer certains troubles psychiques. Donc, certains psychiatres à l'époque étaient persuadés que plusieurs maladies mentales étaient guérissables.
2 autres commissions ont suivi, la commission Castonguay-Nepveux et la commission Rochon. Donc, bref, le ministère de la Santé de l'époque a fermé rien de moins que 16 730 lits psychiatriques. 16 730 lits psychiatriques ont été fermés entre 1962 et 2002 au Québec. Par conséquent, si l'approche est devenue plus humanitaire, on y prétend dans le rapport de 1997 sur la désinstitutionnalisation un manque important de services appropriés, une pression sur les familles qui doivent prendre en charge leurs enfants handicapés, une hausse marquée de la consommation de pharmacothérapie et de neuroleptiques. Les services en santé mentale auraient été pris en otage par certains groupes d'intérêt. On estime également que ces réformes auraient causé une hausse de l'itinérance. Donc, en 1963, les agences sociales fondent la Fédération des services sociaux à la famille du Québec. Donc, entre 1963 et 1970, ce sont maintenant des citoyens laïcs du Québec qui ont créé un immense réseau d'hébergement pour personnes âgées et pour enfants, et à ce moment, le pouvoir religieux catholique qui avait eu le monopole avant la Deuxième Guerre, a carrément vite été mis à l'écart de la protection de la jeunesse. En 1971, Québec fusionne les 55 agences de services sociaux en 14 centres de services sociaux. Au même moment, la commission Prévost enquête sur l'administration de la justice et notamment sur la Cour de bien-être social. Précisons que c'est manifestement dans les années 70 que l'ingénierie de la DPJ a été réalisée. La loi sur la protection de la jeunesse a été dessinée par le gouvernement libéral de Robert Bourassa, notamment entre les mains de Claude Castonguay, le créateur de la carte d'assurance maladie, et soulignons que M. Castonguay est décédé l'an passé, en 2020. Toutefois, la DPJ telle que nous la connaissons aujourd'hui a plutôt été mise en place par le psychiatre Denis Lazure et l'avocat Marc-André Bédard, qui était à l'époque ministre des Affaires sociales et de la Justice pour le gouvernement de René Lévesque. Les péquistes ont donc transformé les projets de loi des libéraux de Bourassa à leur manière. Voici les faits de la création de la loi sur la protection de la jeunesse. En 1972, à la 3e session de la 29e législature, Claude Castonguay dépose le projet de loi 65 intitulé « Loi de la protection de la jeunesse ». En 1974, dans la tourmente et la critique, les libéraux passent temporairement la loi concernant la protection des enfants soumis à des mauvais traitements. Donc, cette loi a créé le Comité de la protection de la jeunesse et a entré en vigueur en 1975. En 1975, à la 3e session de la 30e législature, les libéraux de Bourassa déposent l'avant-projet de loi sur la protection de la jeunesse. Et cet avant-projet de loi, on va en reparler dans notre prochain direct de la semaine prochaine. En 1977, les péquistes fraîchement arrivés au pouvoir déposent le projet de loi 24, la loi sur la protection de la jeunesse. La loi est rapidement votée à l'unanimité, adoptée et sanctionnée en 1977 au mois de décembre. Le 15 janvier 1979, la direction de la protection de la jeunesse est intégrée dans les centres jeunesse du Québec et la nouvelle loi des péquistes entre en vigueur. Et elle est toujours en vigueur avec quelques modifications. En 1982, la loi sur la protection de la jeunesse a fait l'objet d'une révision forcée parce que au fédéral, on a passé la loi sur les jeunes contrevenants.
Donc, en 1984, l'entrée en vigueur de cet amendement de loi sur la protection de la jeunesse se fait en même temps que au début de l'application de la loi sur les jeunes contrevenants, qui sera remplacée en 2003 par la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qu'on appelle la LSJPA, donc qui est en vigueur aujourd'hui. Depuis 2012, le BAJ, qui est le Bureau des affaires jeunesse, est lui responsable des poursuites criminelles et pénales contre les adolescents contrevenants. Plus important pour notre étude, la réforme majeure de 2007 par le projet de loi 125 est venue ouvrir la porte toute grande à la surintervention et aux abus de privation de liberté de l'enfant qui ont fait l'objet de nos chapitres 13.1 et 13.2 de magistrature ou dictature. Si on analyse ces 4 siècles d'histoire depuis 1608, depuis la fondation de Québec, on pourrait diviser en 3 temps, en 3 parties, le temps pour les besoins de notre exercice de droit naturel. Donc, les 2 premiers siècles et demi sont caractérisés par la colonisation de la Nouvelle-France et la prise du pouvoir colonial de la Grande-Bretagne après la guerre de 7 ans jusqu'à la rébellion des Patriotes de 1838-1840. Donc, les 2 premiers siècles et demi, durant cette période, on constate que les Québécois et les Québécoises prenaient soin des enfants abandonnés, des infirmes, avec fierté et dans un esprit communautaire marqué par l'empathie et un souci de charité envers les plus vulnérables. Ensuite, dans une autre étape, à partir du 19e siècle, l'Église était déjà impliquée dans la prise en charge des enfants abandonnés et recueillait des dons privés. Donc, après la Confédération de 1867, un nouveau gouvernement provincial, le gouvernement du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui, voit le jour avec la création de la province de Québec. Donc, en vertu de la Confédération canadienne, la Constitution canadienne, Québec a maintenant des compétences élargies, notamment en matière de santé et d'éducation. Donc, c'est le début d'une nouvelle ère, une ère qu'on va dire interventionniste, où l'État devient interventionniste, par force de loi. Donc, dans un esprit de réformer les jeunes, le Québec se met en mode institutionnalisation. On opte pour l'adoption plénière des enfants qui perdront tout contact avec leurs parents naturels pendant presque un siècle. En 2 mots, la charité communautaire est détrônée par le pouvoir législatif, administratif et judiciaire de l'État québécois. Un siècle après les Patriotes, la 3e partie de notre histoire se joue dans les années de la Révolution tranquille. Donc, le 2e tournant résulte de l'intention de protection bienveillante du citoyen par les conventions internationales qu'on a parlé la semaine dernière, qui sont inspirées, en fait, de proscrire les crimes humanitaires, les crimes contre l'humanité, tels qu'il y en a eu énormément au cours des 2 premières guerres mondiales. Donc, il y a un esprit de bienveillance et de protection du citoyen. Dans cet esprit, les parents perdent complètement le contrôle sur leur famille puisque l'État s'attribue un rôle de policier à la défense de l'enfant, qui lui devient un sujet de droit au tribunal. Québec procède en même temps à la désinstitutionnalisation de ces institutions, notamment à cause des abus discrétionnaires des membres des congrégations religieuses. L'Église est forcée de se retirer définitivement du dossier des enfants vulnérables et, là, un nouveau joueur arrive sur le terrain. Il s'agit du travailleur social, laïque et syndiqué. À cet égard, soulignons
que les questions de négociation salariale et de reconnaissance professionnelle des travailleuses sociales a débuté vers 1963, exactement à l'époque de la Révolution tranquille, à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Et nous allons revenir dans un chapitre 15 pour analyser la question des groupes d'intérêt, notamment le groupe d'intérêt qui est composé d'avocats et d'avocates. En somme, on pourrait voir l'histoire en 3 temps, 2 mouvements. 1. 2 siècles et demi d'intervention communautaire, locale et de bénévolat à caractère familial. 1 siècle d'internement excessif caractérisé par le début de la politique interventionniste d'un nouveau pouvoir provincial, et ce, main dans la main avec le pouvoir religieux. 3. Dans la réorganisation de l'après-guerre, notamment depuis la Révolution tranquille, le gouvernement provincial du Québec est de plus en plus interventionniste dans la famille québécoise, et le tout résulte sur une surintervention et une surjudiciarisation du droit de l'enfant au détriment des droits parentaux. Pour résumer très brièvement la chose, le mouvement des choses, l'action communautaire coloniale bienveillante s'est effritée avec la prise en charge des enfants vulnérables par un premier groupe d'intérêt, les congrégations religieuses, qui, à leur tour, ont été éliminées par l'intervention croissante d'un autre groupe d'intérêt, c'est-à-dire les travailleuses sociales de l'État, qui peuvent aujourd'hui s'ingérer dans les familles du Québec à leur bon vouloir. Et on a vu au chapitre 13.1 et 13.2 qu'il n'y a pas grand-chose qui peut les arrêter actuellement. Donc, pour terminer notre survol historique, il est évident, Madame, Monsieur, que contrairement au courant de pensée politico-économique du laisser-aller, le constat est manifestement à l'effet que les politiques d'un Québec très interventionniste qui préconise l'intervention des pouvoirs publics dans la vie socio-économique des Québécoises et des Québécois aura donné des résultats passablement désastreux en matière familiale, et ce, à bien des égards. Vu les résultats, depuis la naissance de notre gouvernement provincial et en considération de l'époque coloniale où il régnait un esprit communautaire enthousiaste à prendre soin de ses pauvres et de ses invalides, il est l'heure, Madame, Monsieur, de nous questionner sérieusement sur l'avenir de notre rôle en tant que citoyens dans cette affaire de protection de la jeunesse. Et ce regard, ce survol historique nous donne des éléments très intéressants pour nous motiver à prendre en main une situation que les parents ont perdue au fil du temps. Pour ces motifs, nous tenons à vous rappeler que notre mission vise à défendre l'institution familiale québécoise et à participer dans la création des prochaines lois. Donc, nous invitons donc les personnes dont la DPJ est intervenue dans leur vie familiale à bien vouloir remplir nos formulaires sur le site lespapas.org. Alors, Madame, Monsieur, sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente semaine.